Bienvenue à vous, aventuriers. J'ai 10 secrets à vous révéler. Plutôt pour les maîtres de jeu débutants, mais qui que vous soyez, je pense que vous avez quelque chose à apprendre. Et ce quelque chose à apprendre sera partagé par moi-même, Michael Gelfi, ou l'archimage Démétrian, et Astaris, mon disciple emplumé. Je vous propose donc de vous asseoir tranquillement, prendre un petit thé et profiter de l'expérience de la tour du mage. Générique. Commençons avec le premier conseil. C'est le jeu de tout le monde. Contrairement aux jeux vidéo, où lorsque vous êtes tout seul derrière votre ordinateur, l'impact de vos actions et de vos choix n'ont d'effet que sur votre propre sauvegarde. Dans le jeu de rôle, on est dans un paradigme complètement différent. On est sur une histoire qui évolue et qui est partagée entre chaque joueur, qui est au début écrite par le maître de jeu, mais qui par la suite se fait approprier par les joueurs. Lorsque vous êtes maître de jeu, et que vous investissez du temps pour écrire une histoire, cette histoire au début elle est vôtre, mais ce que vous souhaitez, c'est que vos joueurs s'imprègnent de cette histoire, rentrent dedans et se l'approprient. Et d'ailleurs, c'est là, en tant que maître de jeu, l'une des plus grandes sources de plaisir, c'est quand vos joueurs prennent votre histoire, et font la leur et l'agrandissent et la rendent encore plus riche. Bien accepter que les joueurs prennent cette histoire et fassent leur histoire avec celle-ci. Pour ce faire, vous devez faire en sorte qu'ils aient de la place pour s'exprimer. Et ça se fait en laissant un petit peu respirer votre scénario. Laissez des trous, des moments où vos joueurs pourront faire preuve de créativité, d'inventivité, où ils pourront imaginer divers chemins qu'ils pourront parcourir pour arriver à leur fin, afin que ce soit l'histoire de tout le monde, et qu'ensemble on atteigne la fin de la quête. N'hésitez pas à utiliser des scénarios déjà faits. Wizards of the Coast est passé maître dans l'art de créer des scénarios. Ils en font depuis plus de 20 ans pour tous les niveaux. L'alternative pour vous, c'est de créer votre propre scénario pour vos premières sessions. Je l'ai fait, je ne le recommande pas. C'est beaucoup de stress en plus de créer les personnages, de vous assurer que tout est équilibré, de checker les règles et de les apprendre par cœur. L'alternative, c'est d'utiliser ce qu'ils ont déjà créé pour vous. Et l'avantage, en plus du stress de ne pas devoir écrire des pages et de vous assurer que votre scénario ne va pas faire 5 sessions, une session ou une demi-session parce qu'il a été mal équilibré, mal prévu. L'avantage, c'est que les scénarios de Wizards of the Coast sont bien équilibrés entre les 3 piliers de D&D, que sont l'exploration, les interactions sociales et le combat. Alors, si vous allez voir sur Internet les notes qu'ont reçues ces différents scénarios, elles ne sont pas forcément fameuses, mais la raison est simple, c'est que les notes ont été écrites par des vieux roublards qui jouent depuis 20 ans, qui ne sont plus jamais surpris parce qu'ils ont évolué dans des dizaines de grottes différentes, tué des centaines de dragons, ils ont sauvé le royaume on ne sait pas combien de fois, n'est-ce pas? Et donc, c'est plus dur de les satisfaire et de les surprendre, à juste titre. Mais pour ce qui est des nouveaux joueurs, une première grotte remplie de gobelins, c'est très dangereux, ils ne savent pas ce à quoi s'attendre. Une armée de cultistes dans un souterrain, c'est très mystérieux. Et imaginez bien que pour eux, suivant le background qu'ils ont en termes de culture, tout ce qu'ils ont connu jusqu'à présent, c'est peut-être Harry Potter ou le Seigneur des Anneaux. Ça va les surprendre, ça va les marquer fortement. C'est pourquoi je vous recommande ces scénarios déjà écrits dans un premier temps. Ma troisième recommandation ou conseil, c'est que vous munissiez d'un écran de MJ. Alors je sais qu'il y a plusieurs écoles de pensée qui se contredisent à ce niveau-là. Si vous allez sur les forums, vous trouvez tout. De mon côté, je vous recommande dans un premier temps du moins, de vous munir d'un écran de MJ. Ça a plusieurs vertus, plusieurs utilisations qui sont très utiles pour un débutant. Premièrement, ça crée une limite entre les joueurs et vous. Ça détermine bien les rôles. Et nous verrons par la suite pourquoi c'est intéressant de déterminer les rôles. Ça permet pour vous de cacher les cartes, les aides de jeu et les statistiques de monstres. Au final, de cacher l'intrigue, de créer une espèce de zone de mystère autour de vous.
Ça permet aussi de vous y réfugier quand vous devez vraiment chercher dans vos notes et vous réfugier dans votre propre cave de MJ. Ça peut être très utile de vous dire, voilà, maintenant je suis en train de chercher mes notes, discuter entre vous, entre joueurs, et je vais ressortir de ma cave quand ma tête ressurgira de l'écran de MJ qui me cache. En dernier lieu, et c'est le point le plus litigieux de cette vidéo, je pense, c'est que ça vous permettra, en tant que maître de jeu, de tricher un petit peu sur certains jets. Alors, au fur et à mesure que vous jouerez, peut-être que vous le ferez de moins en moins, peut-être plus du tout, peut-être que vous êtes même complètement contre, et vous jouez de manière hardcore, quoi qu'il se passe, vous l'acceptez, ce qui est très bien, ce que je fais aussi de temps en temps avec certains groupes. Mais pour un groupe de débutants, ça peut être utile de modifier un jeu. Voici un exemple de Donjons et Dragons. Bon, ce que je vous dis s'applique aussi à tout autre type de jeu de rôle. Je parle principalement de Donjons et Dragons parce que c'est ce que je maîtrise. Imaginez, au niveau 1, un joueur qui joue magicien a à peu près 6 points de vie, peut en avoir moins suivant son score de constitution. S'il tombe contre un gobelin, une créature que vous rencontrez dès le début, qui est très faible, si ce gobelin fait un coup critique à l'arc, sur ce mage, le mage tombe immédiatement dans le coma. Suivant comment, il peut peut-être mourir suivant son score de constitution. En tant que maître de jeu débutant, vous ne voulez pas que ça arrive, parce que votre joueur vient de passer 4 heures à faire son personnage, vous l'avez aidé, il a mis de la passion, de la patience et beaucoup d'intérêt là-dedans. Son personnage, le tout premier du moins, aura une grande valeur à ses yeux. Vous ne voulez pas qu'il décède tout de suite. Et d'ailleurs pour vous, ça veut dire que vous allez encore passer des heures à interrompre le scénario, perdre l'inertie que vous aviez développée jusque-là pour refaire ce nouveau personnage. Donc dans un premier temps, je vous recommande d'utiliser un écran de MJ. Mon quatrième conseil est un petit peu plus léger. Il concerne les pauses et les snacks. En tant que maître de jeu, votre perception du temps change drastiquement. Vous allez être avalé par votre scénario, par l'intrigue, par ce qui va se passer. Du moins me concernant, j'oublie un petit peu de faire les pauses et de manger et de boire aussi. Faites attention à ça. Vous pouvez le remarquer de manière assez simple. Si votre corps ne vous le dit pas, c'est que vos joueurs risquent d'être un petit peu plus... de divaguer à gauche à droite, d'être un petit peu plus déconnectés de ce qui se passe. Alors pensez à faire des pauses. Faire des pauses, ça a aussi une vertu assez intéressante en tant que maître de jeu. C'est que c'est l'opportunité unique d'espionner vos joueurs. Qu'est-ce que j'entends par là? Rien d'illégal, je vous rassure. C'est que pendant les pauses, vos joueurs, s'ils sont très intéressés par le scénario, vont continuer d'en discuter. Du moins, c'est ce qui m'arrive. Je profite toujours des pauses pour me taire, en tant que maître de jeu, ça fait du bien, et de les espionner, de savoir ce qu'ils disent, d'imaginer... de les entendre imaginer l'intrigue, comment ils vont sortir de telle ou telle passe. Et ça me permet d'avoir un petit peu de temps pour moi, 15-20 minutes, peut-être plus, suivant la pause, si c'est à midi, pour savoir comment je vais planifier la suite, comment je vais répondre à leurs intrigues, pour faire que le scénario continue d'être intéressant. Au cas où ils auraient tout découvert, suivant comment, je vais essayer de modifier l'intrigue pour la rendre plus rebondissante, plus intéressante. Le troisième élément sur cette question, c'est l'étiquette. Qu'est-ce que l'étiquette? C'est un usage, c'est une série de normes que l'on a dans un cercle donné, là dans le cercle des rôlistes. Ce que l'on fait habituellement pour ce qui est des snacks, après ça dépend du maître de jeu et des différents groupes, mais ce que je préconise et ce qui est accepté, disons, socialement, c'est que le maître de jeu n'apporte pas de quoi manger et boire pour la session. Il a déjà assez de travail à préparer le scénario, à préparer les personnages, suivant comment, toute l'intrigue, tous les objets, les miniatures et autres, c'est déjà beaucoup de travail. Les joueurs, habituellement, ont la responsabilité d'apporter à boire et à manger. N'oubliez pas que cette étiquette n'est pas forcément connue de tous, en particulier si c'est du jeu de rôle avec un nouveau groupe. Me concernant, quand j'intronise ou introduis des nouvelles personnes au jeu de rôle, je leur explique ça et ils sont très contents parce que pour eux c'est un petit peu la fête de faire des jeux de rôle, c'est quelque chose qu'ils n'ont jamais connu, c'est une expérience nouvelle et ils ont tendance à en faire beaucoup, ce qui est vraiment cool parce qu'à la table il y a beaucoup de choses à manger. D'ailleurs à ce titre, c'est le quatrième élément, c'est la question de la qualité de la nourriture ou des snacks. Me concernant, j'ai tendance à bannir ou à ne pas recommander plutôt ce qui est trop gras ou trop sucré. J'ai remarqué que ça avait une mauvaise influence sur l'énergie des joueurs. On sait, c'est prouvé, que les aliments trop gras ou trop sucrés coûtent beaucoup plus d'énergie, fatiguent sur le court terme, sur le long terme je ne sais pas, mais je suppose aussi. Du moins ne sont pas bons pour le corps et n'ont pas donc une bonne influence sur l'énergie que vous êtes capable de fournir sur le court terme. Et donc quand vous voyez que vos sessions traînent un petit peu en longueur ou sont un petit peu fades, un petit peu manque de peps, questionnez-vous sur la nature de ce que vous mangez.
Ma cinquième recommandation est la suivante. Attention aux joueurs vs MJ. C'est quelque chose qu'il faut bien expliquer au nouveau groupe de joueurs. Il n'y a pas de gagner ou de perdre pour le maître de jeu. En réalité, gagner, c'est quand tout le monde s'amuse. Perdre, c'est quand quelqu'un quitte la table pas content, je pense. Mais dans tous les cas, expliquez-leur bien que vous ne jouez pas dans la même catégorie. En tant que maître de jeu, vous n'êtes pas un dieu, vous êtes même au-dessus des dieux puisque c'est vous qui décidez quel dieu il y a dans votre univers. Et donc, il n'y a pas d'intérêt à définir qu'il y aura un gagnant entre eux et vous. Vous n'êtes qu'un narrateur, au final, un narrateur omniscient et omnipotent qui peut tout modifier dans le monde. Mais ils n'ont pas à vous en vouloir pour un piège dans lequel ils auraient marché, ni un monstre trop puissant que vous auriez mis sur leur route. À juste titre, ou plutôt à cet égard, en tant que maître de jeu, faites attention à ne pas tomber dans le piège du MJ tyrannique qui doit prouver quelque chose à ses joueurs. Sur les forums, j'entends souvent ça. Je trouve ça très triste. En tant que maître de jeu, vous n'avez rien à prouver aux joueurs. C'est un aveu de faiblesse au final de devoir leur prouver que vous pouvez invoquer un dragon gigantesque ou un truc qui peut les tuer d'un coup. C'est que la dynamique que vous avez instaurée à votre table n'est pas la bonne. Il faut la revoir. D'ailleurs, j'ai d'autres conseils à ce sujet. Et je pense que ça, il faut le corriger le plus vite possible. Et dès le début, instaurer un climat de discussion. Un climat où, au final, vous allez travailler ensemble pour avoir une belle histoire. Une histoire dans laquelle vous allez évoluer et passer beaucoup de temps et avoir beaucoup de plaisir. Plutôt qu'un espèce de ring dans lequel, de toute manière, vous ne combattez pas dans les mêmes catégories. Voici mon sixième conseil. Pour le coup, c'est plutôt un outil. Il s'agit d'apprendre à déléguer. En tant que maître de jeu, qu'est-ce que ça veut dire, déléguer? Déléguer, c'est donner l'opportunité à un joueur d'investir vos pouvoirs de narrateur pendant un certain temps. Ça a deux vertus principales. La première, c'est d'offrir aux joueurs une opportunité de s'investir dans le monde, de décrire une scène à la place du maître de jeu. Pour ce faire, vous acceptez un petit instant que le joueur prenne quelques libertés. Au pire, si nécessaire, vous corrigez un petit peu après sa description, mais ça permet aux joueurs de s'investir dans le monde et au final de l'aimer plus. Sur le long terme, ça a une grande influence, ça a une grande importance sur si le joueur a passé un bon moment ou non à votre table. La deuxième vertu, mais peut-être plus prosaïque, c'est de permettre à vous, maître de jeu, de vous reposer un instant. Lorsque vous laissez le joueur décrire la scène, en tant que maître de jeu débutant, ça vous permet de vous reposer un petit moment et d'observer comment le joueur décrit. Ça peut pour vous avoir aussi un troisième bénéfice qui est celui du partage d'imagination, en réalité, du partage de technique. Votre joueur peut décrire des scènes auxquelles vous n'aviez pas pensé, peut décrire des actions ou des éléments de personnages que vous n'auriez jamais pensé décrire un jour. Tous ces éléments, vous pouvez les réutiliser par la suite dans d'autres scénarios, d'autres campagnes. Ça enrichit tout le catalogue d'éléments que vous pouvez décrire habituellement. Et donc, je vous recommande, sans hésiter, de déléguer à vos joueurs cette possibilité de décrire, en particulier en étant maître de jeu de débutant. Conseil numéro 7. Incarnez vos personnages à la première personne, avec accent et expression. Ça peut être intimidant de prime abord, surtout s'il n'y avait pas de formation derrière, théâtrale ou d'improvisation, mais c'est un effet très positif. Au début, ce sera forcément mauvais, ou si pas forcément vous avez beaucoup de talent, mais ce sera probablement mauvais, et si c'est mauvais, ce n'est pas grave, parce que ça va détendre l'atmosphère autour de la table, ça va montrer que vous avez osé être un petit peu ridicule, incarner ce gobelin avec ses accents, ses manières, ses tics un peu spéciaux, et vous montrez aux joueurs qu'ils peuvent le faire aussi, qu'on peut s'amuser, et que ça crée des bons moments autour de la table. Mais ne forcez pas vos joueurs à incarner des personnages. Certains, à mes tables, ont pris plusieurs mois ou même une année pour jouer leur personnage à la première personne. Les autres jouaient à la première personne, et un ou deux restaient à la troisième personne. Et petit à petit, ils ont osé. Ils ont osé parce qu'ils n'ont pas senti de jugement de la part d'autres joueurs ou du maître de jeu, c'est encore pire, si c'est le cas. Non, ne jugez pas et acceptez juste, vous jouez à la première personne, et quand la dynamique va se créer, alors tout le monde rejoindra. Si vous testez avec une nouvelle table, à faire le maître de jeu, à faire du jeu de rôle avec une nouvelle table, demandez-leur s'ils se sentent à l'aise de jouer à la première personne. Vous verrez que quand tout le groupe se met à incarner son personnage à la première personne, vous verrez qu'ils vont s'incarner encore plus dans le personnage. Ils vont créer
Ils vont plus réagir comme le personnage, ils vont prendre des décisions de personnage, ça va aller plus loin, ils vont même commencer à faire du jeu de rôle entre eux et à créer, à renforcer l'intrigue et de nouveaux aspects de l'intrigue. Par contre, attention au contexte. J'entends par là que pour ce qui est des accents, des manières, ce genre de choses, ce que vous pouvez vous permettre avec vos amis ou dans un cadre privé ne s'applique pas forcément à ce qui peut se faire en public. Attention aux conventions, n'est-ce pas? Je ne me tiens pas responsable si vous en prenez une. Conseil numéro 8. Attendez-vous à l'inattendu. C'est peut-être la règle la plus vraie de tout le JDR. Quoi que vous planifiez, vos joueurs vont trouver une technique pour en sortir, pour créer quelque chose d'extrêmement créatif qui va ruiner vos plans. Alors, ça peut prendre en compte la taverne, du feu par exemple, c'est un mix qui va bien ensemble. Ça peut être de la magie, la belle-mère du tavernier dont la taverne a pris feu, ou le fils du roi avec je ne sais quoi, un démon et autres. Ils vont de toute façon trouver une manière de ruiner votre scénario. Ou si c'est pas le ruiner, du moins fortement l'altérer dans un sens que vous n'aviez pas prévu. Faites avec. Faites avec, mais il y a des techniques pour faire avec et pour pas que ça tourne en désastre. Et le meilleur conseil pour éviter que ça tourne en désastre, c'est le suivant. Prenez votre temps. Avec ce que les joueurs vous proposent comme alternative forcée parfois, vous aurez à prendre des décisions qui auront une implication importante sur votre scénario. Au début, lorsque vous débutez en tant que maître de jeu, vous n'avez pas forcément les réflexes pour corriger le tir ou pour aller dans la bonne direction, ou pour savoir par la suite comment vous allez vous rattacher à votre scénario, tout en donnant l'impression du moins aux joueurs qu'ils ont vraiment une maîtrise profonde sur le scénario. Dites-leur que vous avez besoin de temps, ça peut être durant la session, ou simplement arrêter la session pour reprendre et réécrire le scénario ou le corriger si nécessaire, ça se fait beaucoup. Et n'hésitez pas à regarder sur internet, regarder les règles et surtout la tour du mage pour vous assurer que votre scénario tienne la route et que les réponses que vous leur offrez leur conviennent. Au fur et à mesure que vous allez prendre de l'expérience, ces moments vont devenir de plus en plus rares et lorsque vous serez vraiment sûr de vous, au final, vous n'aurez plus besoin de prendre de pause, vous pourrez le faire toujours à la volée et votre scénario gardera, quasiment quoi qu'il fasse, selon les joueurs donc, une pertinence que vous vouliez dès le début. Le 10e conseil est le suivant. Feedback. Acceptez le feedback. Pour moi, mes joueurs sont comme des clients. J'aimerais qu'ils reviennent. Je leur facture pas la séance, évidemment. On est entre amis, on s'amuse. Mais dans l'idée, je souhaite qu'ils passent un bon moment. Et pour qu'ils passent un bon moment, tout au long de la campagne, je me dois de savoir ce qui leur plaît, ce qui leur plaît pas. Pour moi, donc, c'est capital de leur demander, à la fin de chaque séance, prendre un petit moment, pas forcément 20 minutes, mais ça peut être 5 minutes, leur demander ce qui leur a plu, ce qui leur a pas plu. Et si des éléments leur déplaisent, qu'ils me le disent même par WhatsApp, s'ils ne se sentent pas de le dire en face, bon, en l'occurrence, ça n'est jamais arrivé. On est au final des amis, donc on se dit tout de suite ce qui va, ce qui ne va pas. Mais pour moi, c'est important d'avoir ce feedback. Et c'est un point qui revient assez souvent. Si vous n'acceptez pas le feedback de vos joueurs, questionnez-vous, quelle est la raison? Ne soyez pas trop fiers au final, parce que tout point de vue, donc subjectif, est juste, parce qu'il est juste subjectivement. Il n'y a pas de réalité objective par rapport à ce que vous avez fourni comme prestation en tant que maître de jeu. Donc demandez-leur simplement ce qu'ils en pensent et utilisez ça pour améliorer votre jeu. Peut-être que vous prendrez même plus de plaisir, parce que si vos joueurs prennent du plaisir, ils s'investissent plus, et en tant que maître de jeu, rien n'est plus récompensant que ça. Au studio 4D2, on est très généreux. C'est pour ça qu'on vous donne 2 conseils de plus, des secrets dont je vous parlais au début. Eh bien, vous voici à ce moment de la vidéo. Vous êtes de ceux qui sont restés jusque-là et pour vous récompenser, 2 conseils supplémentaires. Le premier, c'est de trouver ce qui vous fait vibrer, de vous amuser. J'entends par là que pour chaque joueur et chaque maître de jeu, ce que vous allez évaluer positivement, ce à quoi vous donnerez de la valeur sera différent. Pour certains joueurs, il s'agit de faire partie d'un groupe. Au final, quoi que vous fassiez, du moment où vous êtes en groupe, c'est agréable. Un jeu de société, boire une bière ou faire du jeu de rôle. Pour d'autres, c'est vivre une aventure.
Pour d'autres encore, c'est lancer plein de dés et faire des gros chiffres. À ce titre, en tant que maître de jeu, trouvez ce qui vous fait plaisir. De mon côté, je sais que j'aime l'improvisation et c'est un peu contradictoire, mais j'aime aussi créer des environnements, des mondes très profonds avec des nouvelles langues, des cartes, des cultures et au final ne redonner que 1% de tout cela à mes joueurs. Bon, j'accepte. Mais c'est ce qui me fait vibrer et je sais que quand je veux m'amuser, je dois aller dans cette direction. Pour d'autres maîtres de jeu, c'est très différent. Peut-être que pour vous, c'est le côté social, ou beaucoup d'interactions sociales, ou des énigmes aussi, ça peut être très intéressant. Donc explorez, essayez un petit peu tout, regardez avec vos joueurs ce qui leur plairait, et vous trouverez un endroit de confort, une manière de faire le maître de jeu qui vous donnera beaucoup de plaisir, et vous poussera chaque semaine, ou chaque mois, ou à la fréquence que vous voulez, préparer une nouvelle session avec vos joueurs. Mon dernier conseil, c'est d'utiliser mes ambiances sonores. Une ambiance sonore, qu'est-ce que c'est? C'est une sonorisation d'une pièce ou d'un lieu. Ça peut être une ville médiévale, ça peut être un appartement cyberpunk, ça peut être une forêt enchantée, tout ce que vous voulez. Il y en a des centaines sur Internet. L'intérêt, qu'est-ce que c'est? Posez-vous la question, avez-vous joué à un jeu vidéo ou regardé un film qui n'a ni musique ni son? C'est assez déroutant et c'est très vide en fait. On ne pense pas nécessairement à rajouter du son quand on est maître de jeu, on suppose que c'est nous qui allons remplir l'espace, et l'espace sonore donc, et les joueurs, eux, vont compléter, ou l'inverse. Mais une bonne sonorisation, qui ne passe pas par la musique, mais qui passe par des ambiances, c'est très simple à mettre en place, et ça donne deux effets positifs. La première, ça donne l'impression que vous avez vraiment travaillé votre scénario, vous êtes allé jusqu'à chercher du son pour sonoriser l'endroit, et ça c'est vraiment cool, parce que vos joueurs vont vraiment l'apprécier, et ça se ressent vraiment. Et le deuxième effet, c'est que ça va remplir l'espace sonore quand vous ne le remplissez pas. Par exemple, quand vous êtes en train de chercher dans vos règles, dans vos livres, les différents éléments dont vous avez besoin pour répondre à une question, eh bien l'espace sonore va quand même être rempli par l'ambiance. Et les joueurs vont, j'ai remarqué, naturellement commencer à faire un peu du jeu de rôle entre eux, si le lieu est bien délimité, bien défini. C'était les 12 conseils de l'archimage pour les maîtres de jeu débutants. Cela signe aussi la fin de cette première vidéo de la Tour du Mage. Je vous invite à nous proposer vos sujets pour les prochaines vidéos. Peut-être aurez-vous de meilleures idées que nous. En attendant, je vous souhaite un bon retour dans votre monde d'origine et j'espère à bientôt dans un autre monde.